Bonjour, merci de nous rejoindre et bienvenue dans Perspective, le podcast qui inspire, impacte et change de regard. Je suis Djeneb Keita Tunkara et comme d'habitude, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis enthousiaste, littéralement excitée à l'idée de recevoir notre invité du jour. Moi, je sais que de cette conversation, je sortirai grandie et j'espère vraiment que ce sera pareil pour vous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Ibrahim Guindo, plus connu sous le nom de Hakim Soul. Figure incontournable de la scène culturelle malienne, Hakim est un véritable exemple vivant d'audace et de détermination. Fondateur du célèbre Mali Mode Show, il est à l'origine de nombreux projets mettant en valeur les talents créatifs du Mali. Inspiré, impacter et changer de regard, c'est l'essence même de ce podcast. Et pour cela, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à son parcours, à ses ambitions, à ses motivations dans un contexte aussi difficile qu'est le Mali. Et surtout, nous allons essayer de comprendre comment il a su se bâtir une carrière vraiment loin de ce que la société présageait pour lui. Sans aucune transition, parce que comme je l'ai dit, je suis super excitée de le recevoir. On va entrer dans le vif du sujet. Bonjour Hakim. Merci beaucoup d'avoir répondu présent. Je suis vraiment très, très contente de te recevoir. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Je suis très, très ravi d'être là et de pouvoir partager ce moment avec toi et avec ceux qui nous regarderont. Et je suis sûr que, personnellement, j'en sortirai également nourri, parce que c'est sans doute du partage. Ouais. C'est de la conversation, en fait, voilà. C'est ça. Que chacun ressort nourri. Voilà, donc le temps est donné. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur Hakim? Qui est-il véritablement? Je dirais que je suis d'abord un jeune Malien rêveur. Ça, il faut le dire. Voilà, je me définis comme un grand rêveur, donc j'ai 31 ans. Et j'évolue principalement dans le domaine de la communication, dans le domaine également de la culture, de la mode, également de la formation. De la formation, ça je ne savais pas. Voilà, en fait, ça dépend vraiment en fait de la plateforme dans laquelle je me trouve que je choisis la casquette la mieux adaptée à mettre en avant. Mais disons que oui, je suis quelqu'un en fait qui est passionné par l'action, qui est passionné par la création de concepts et de projets, et qui doivent impacter. D'accord. Mais aujourd'hui, je pense que malgré toi-même, t'es plus connu dans le domaine de la mode que dans tout cela. C'est vrai parce que en fait, ma première passion a été la mode. C'est vrai, ça a vraiment été la première porte d'entrée pour moi en fait dans le monde professionnel. Parce que c'est par ça que j'ai commencé en créant l'association Mali Mode Association en 2011. Donc, disons que le premier événement même dans lequel je me suis investi, c'était un défilé de mode en 2012 dans l'espace culturel Bouna. Donc, la mode, c'est également en fait ce que je mets particulièrement en avant. D'accord. C'est un peu la casquette la plus connue, on va dire. Mais c'est aussi la casquette qui m'a permis d'en être là aujourd'hui. Parce que c'est à travers mes activités dans la mode que j'ai pu en fait embrasser d'autres défis, d'autres challenges. Et voilà. D'accord. Et bon, j'ai fait mes petites recherches. J'ai vu que tu as un BTS à l'École nationale de l'ingénierie. Génie civil. Je veux dire, génie civil en plus. Génie civil, la mode, je veux dire, ça c'est un véritable revirement. Ouais. Comment ça s'est fait et pourquoi surtout? Honnêtement, je pense que c'est aujourd'hui que moi-même j'arrive à bien contextualiser et à trouver un lien, parce que un ingénieur ou en tout cas quelqu'un qui avait nourri l'ambition en fait d'être architecte ou ingénieur en BTP a quand même une sensibilité à ce qui est beau, a une sensibilité au design. Et j'adore toujours les maisons, j'adore toujours l'architecture d'intérieur. Mais sauf qu'en fait, au final, ça n'a pas été en fait mon instrument, on va dire, mon instrument de carrière. Et pourquoi? Parce que je n'estimais pas forcément en fait être à ma place en génie civil. Je pense qu'on aurait été dans un autre contexte éducatif et pédagogique. J'aurais pu quand même mener ce parcours, en tout cas universitaire. Mais c'est, disons en fait que voilà, je me suis retrouvé en génie civil après mon baccalauréat au lycée C'était technique. un choix?
J'avais été orienté en fait en filière économie. D'accord. Donc, je pense que ça aurait été encore beaucoup plus facile pour moi, en fait, de poursuivre sur cette voie-là, mais on sait ce que c'est. Genre, à l'époque, il y a trop de gens en économie. Oui, et ça n'a pas changé. Hein. Voilà, tu es scientifique, tu peux quand même aller vers les maths, donc du coup, j'ai dû, en fait, être transféré en génie civil. Donc, après le bac, en fait, j'estimais que c'était bon, que j'étais libre, mais ensuite, on m'a envoyé faire le concours d'entrée à l'École nationale d'ingénierie, un concours que je pensais rater. Mais malheureusement, j'ai eu le concours. Mais disons que j'étais pas passionné. J'étais pas du tout passionné par cette étude-là. Et le cadre, en fait, disons, n'était pas du tout propice pour moi. Je pense que j'aurais beaucoup plus facilement, en fait, pu poursuivre si j'étais dans un autre pays, je pense. Parce que la formule, en fait, éducative est quand même assez lourde. Et ça a coïncidé, en fait, à un moment où j'avais vraiment énormément de rêves dans la tête. J'étais beaucoup distrait. Il n'y avait pas que les études pour moi, en vrai. J'avais déjà commencé à produire des événements. Donc, carrément. Voilà quoi. Donc, à un moment donné, j'ai dû faire le revirement à 360. Ça, c'est clair. Vraiment 360 degrés. Et quand tu fais ce revirement-là, c'est-à-dire, dès que tu sors de l'École nationale d'ingénierie, tu sais que tu vas faire la mode, c'est ça? Enfin, que tu vas évoluer dans ce domaine-là? Je savais que j'allais faire de la mode à côté, mais ce que je voulais surtout faire, c'était une école de commerce. OK. Parce que pour moi, en fait, ça me permettait, en fait, de toucher un peu à tous les sujets qui par la suite en fait auront pu être bénéfiques pour moi, même dans le domaine de la mode. Donc je savais qu'il fallait que je fasse de la com, du marketing, un peu de gestion, voilà, un peu de compta aussi. Donc la filière vraiment en fait commerce me permettait vraiment en fait de pouvoir toucher tout ça pour pouvoir me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. D'accord. Et tu l'as dit, le premier événement de mode auquel tu as participé, c'était en 2012. 2012. Tu peux revenir là-dessus? Oui. Petite anecdote. Donc, du coup, quand en fait, j'avais longtemps feuilleté dans les magazines mode, je regardais un peu les émissions et beaucoup d'autobiographies aussi, en fait, de personnes qui entreprennent dans la mode. Donc moi, en fait, il faut savoir que dans la mode, en fait, j'ai jamais voulu être styliste, honnêtement, parce que la création ne m'intéresse pas. Je veux dire, ça m'ennuie beaucoup, par exemple, même si je dois donner des directives pour me faire une chemise. C'est-à-dire que en fait, l'aspect de création de vêtements ne m'a jamais intéressé. Encore moins le métier de mannequin que je respecte beaucoup. Mais moi, en fait, ce qui m'a toujours, en fait, parlé dans le domaine de la mode, c'est l'aspect production mode. C'est qu'en fait, mon métier, en fait, c'est que je peux me qualifier comme producteur mode. Le fait de planifier, le fait de penser des concepts d'événements, le fait de m'investir, en fait, dans le développement de marques dans la mode, dans la com, dans la gestion d'images de marques, dans le marketing également de la mode. Ça, c'est mes créneaux, en fait, de prédilection dans le domaine de la mode. Donc, depuis l'époque, en fait, j'ai été beaucoup attiré par les collaborations. Donc, on a approché les sœurs Sistamam, que je salue, qui initiaient dès l'époque, en fait, le festival reggae. Donc, il y avait le festival de reggae en février 2012 à l'espace culturel Bouna. On s'est dit, pourquoi ne pas proposer un petit défilé pendant le concert de clôture? Ça change, hein? Ça change, et puis nous, ça nous fait économiser beaucoup de ressources qu'on n'avait même pas. Donc, on est allé voir, du coup, des créateurs qui étaient spécialisés un peu dans la culture reggae, qui proposaient des vêtements pour ce public-là. Donc, il y avait un créateur à l'époque qui travaillait beaucoup le bogolan. Donc, on a rapproché 4 ou 5 créateurs avec les mannequins qu'on avait formés. Et voilà le premier défilé qu'on a mis en place en 2012. Et voilà, c'était la toute première fois vraiment, en fait, qu'on dévoilait cette volonté-là de vouloir nous investir dans le secteur de la mode. D'accord. Et quand est-ce que tu as réellement décidé de t'engager pleinement dans le domaine de la mode, en fait? Disons que, en fait, j'ai toujours nourri, en fait, je dirais même pas que j'ai fait un choix
En fait, ça a été naturel pour moi en vrai, hein. Que ce soit le domaine de la mode ou même en fait le domaine de l'entrepreneuriat de manière beaucoup plus large, ça a toujours été une évidence pour moi de faire les choses en mon compte, pas parce que en fait je suis individualiste ou quoi que ce soit d'autre, parce qu'en fait c'est la voie qui m'a paru beaucoup plus facile pour en fait avoir de l'impact. C'est ça. Honnêtement. Et parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, ou en tout cas pour ma part, le fait d'avoir toutes les mains libres me permettent en fait de rêver plus et rêver plus grand. Ouais, okay. Parce que quand on est au sein d'une structure, on va forcément se retrouver buté. C'est ça. Faut rentrer dans les rangs. Il faut rentrer dans les rangs. Et souvent, les rangs, en fait, ne permettent pas forcément, en fait, de s'envoler comme on veut. Explorer tout plein potentiel. Explorer le plein potentiel. Et aussi, je me suis fait, en fait, une mission, en vrai. Parce qu'il faut pas non plus que j'encourage les gens que dans cette voie-là. Parce que c'est important de le dire, l'entrepreneuriat, c'est pas en fait la voie unique. Mais moi, personnellement, compte tenu de mes ambitions propres, de ma personnalité dans tous les sens du terme spirituel, en termes de compétences, en termes de vision, l'entrepreneuriat, en fait, a toujours été la voie la plus évidente pour moi pour accomplir des choses. D'accord. Donc, et la mode, pareil. Et d'où, en fait, tout ce qu'on a pu mettre en place, parce que, on va dire, le point commun, l'essence même, en fait, de toutes ces casquettes-là, c'est la volonté vraiment de vouloir impacter et de changer les choses. Ouais. Dans tous les projets qu'on mène vraiment, tant qu'on ne voit pas en fait ce petit point-là, tant qu'on ne se sent pas en train de changer des choses ou de poser des impacts, on ne fait tout simplement pas ce projet-là. Ouais, d'accord. Donc, peu importe en fait le chemin, peu importe l'objet, que ça soit la mode, la culture, la com, tout ce qu'on fait, la finalité pour nous, c'est de pouvoir poser des impacts. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça, en fait. Ouais, voilà. Je voudrais revenir un peu en arrière. Toi, c'est-à-dire que tu as quitté une école d'ingénierie, futur architecte. Donc, le futur architecte, tu te retrouves dans la mode. Comment est-ce que cette nouvelle est accueillie par la famille, par l'entourage en général? Très bonne question. Parce que je pense en fait que au Mali, je pense qu'on est en plein dedans, parce que quand on mesure en fait le poids de la société, et Dieu sait qu'il est lourd, quand on mesure en fait le poids simple même de l'entourage, hein, des parents, des sœurs, des frères, du cousin, de la maman, en fait, hyper éloigné, qui se donne quand même cette liberté de te dire, en fait, ce qui est bien pour toi. Il faut dire, en fait, que ça fait qu'on perd beaucoup de choses, ça fait qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Même pour le Mali, parce que l'impact, en fait, on va pas le voir maintenant, mais en fait, ça transforme des destins, ça perturbe des vocations. Carrément. Et ça nuit énormément à la création de valeur. Moi, je pense que ça a été d'une force, en fait, incroyable et d'un courage et d'une audace, mais en fait, sans nom. Parce que, en fait, avoir 18 ans ou 19 et confronter ses parents dans la société malienne, c'est... Comment tu as fait? Moi-même, je ne saurais pas dire, mais en fait, j'ai clairement confronté la famille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai pris sur moi. Parce que quand j'ai fait le parcours du lycée, je me suis dit, j'ai accepté le choix. Et en fait, je me suis rangé dans les rangs au lycée. Parce que je me suis dit, bon, une fois que j'aurai mon bac, je passe à autre chose. Mais après le bac, quand j'ai vu qu'il a fallu encore se ranger derrière, en fait, la perception et derrière le plan, en fait, que l'entourage a voulu pour moi, je me suis dit, à un moment donné, stop. Et à l'époque, c'était inimaginable. C'est-à-dire que vraiment, convoquer une réunion pour dire en fait que, écoutez les gars, telle école ou telle filière ne me passionne pas.
je ne me... Genre un peu, en fait, les commentaires, en fait, de ce qu'on peut associer au petit Toubab, quoi. J'imagine. Non, je n'aime pas ma filière. Non, mais... S'engager dans la mode, il y a encore un truc de Toubab. Genre, en fait, et je suis pas forcément issu d'une famille, en fait, qui a beaucoup voyagé, en fait, qui est dans ce mood-là, c'est-à-dire, dire que, bah, non, en fait, l'ingénierie, ça me passionne pas, mais t'es qui pour parler de passion? Passion même, c'est quoi? C'est ça. Mais en fait, j'ai dû, en fait, défendre ma position, dire qu'en fait, soyez sûr que même quand je vais avoir le diplôme d'ingénierie, en fait, je ne vais jamais aller bosser en génie civil. Mais vraiment de manière très frontale. J'ai même pas réfléchi, en fait, à deux fois, quoi. En fait, c'est-à-dire, j'ai dit, je ne ferai pas ça. Et c'est là, en fait, je pense que le choc était tellement énorme pour eux que il n'y a pas eu de mots en retour au final. Ouais. Je pense que tout le monde était interloqué, en fait. Il n'y a pas eu de mots. Honnêtement, je pense que ça a électrocuté, en fait, psychologiquement, toute la famille. J'imagine bien. Mais en même temps, quand tu confrontes et qu'il n'y a pas de mots en face, ou qu'on te dise, bah, écoute, ok, tu te crois, en fait, plus futé, plus smart, ou plus Toubab, ou plus bah, écoute, tu veux étudier, en fait, le commerce, bah, vas-y. En tout cas, tu te débrouilleras, quoi. T'es finalement laissé à toi-même, face à ton destin. C'est ça. Donc, c'est là où tu te dis, bon, tu as dit que tu veux pas et que tu peux. Non, mais il faut faire. Non, mais il n'y a pas de, tu peux pas avoir d'autres. Tu ne peux plus. Non, En fait, non. c'est-à-dire que quand tu fais ça, mais tu ne peux plus. C'est-à-dire que il n'y a pas de plan B. Ouais. Mais il y a tout simplement pas de plan B parce qu'il fallait bosser pour me payer, en fait, des études au final. Oui. Parce qu'en fait, on te dit, OK, tu veux te confronter, tu veux faire ça, go. Wow. Donc, c'est là où il fallait continuer à faire des petits événements. C'est là où il fallait s'associer ou bosser sur des festivals, être assistant, être dans l'administration, prendre sa moto, déposer des courriers dans tous les ministères à Bamako, mobiliser des gens, bosser la journée et s'endormir en classe. Parce qu'à l'époque, c'est des cours du soir. Et s'endormir en classe à partir de 18h, 19h parce qu'il n'y a plus de force. Ouais. Et c'est aussi le moment où, au final, tu dois tellement bosser pour payer des études qu'au final, le boulot va l'emporter sur les études. Oui, ça c'est clair. Et à l'époque, au même moment où il y avait tous ces rêves-là, en fait, il y avait tous ces projets qui étaient pensés, qui étaient réfléchis. Au même moment, il y a eu le coup d'État en 2012. Qui vient tout chambouler encore. Donc, des partenaires ou des supports qui partent, qui disent, bah non, on ne peut plus rester au Mali. Où tu te retrouves, en fait, seul dans ta chambre, des fois, à te dire, OK, mais qu'est-ce que je fais? Wow. Donc, en 2012, du coup, au plein moment où je pensais vraiment tenir le bout d'un projet qui s'appelait à l'époque Urban Bamako. C'était un projet, en fait, qui devait un peu participer à la promotion et au développement un peu des disciplines de la culture urbaine. Donc, on avait même un petit QG. On avait commencé à réunir un peu des gens, en fait, qui faisaient des tags, du rap, du hip-hop, de la mode également. Vraiment de la culture urbaine, quoi. Et hop, coup d'État. Plus de projet. Les études à payer. Je pouvais plus retourner, du coup, à l'école nationale. Ah non! Ça va être ton choix. Non, là, c'est fini. Tu as fait ton choix, mais il faut avancer. Du coup, là, en fait, je traverse, mais vraiment un grand désert. C'est-à-dire où en pleine crise de coup d'État, en fait, tu peux pas penser demain. Donc, il y avait vraiment rien à faire à l'époque. C'est-à-dire, en fait, un grand vide. C'était vraiment hyper compliqué à l'époque, hein, parce qu'il y avait vraiment rien, quoi. Mais genre, en fait, chômage avant l'heure. J'imagine. Et waouh, ça c'est un épisode difficile quand même, hein. Et c'est là où, en fait, tu es obligé, en fait, d'aller te chercher au fond de toi. Parce qu'à l'extérieur, il n'y a plus rien à aller chercher, en fait, dehors. Donc, tu es obligé, en fait, d'aller tout puiser au fond de toi. Qu'est-ce que tu peux faire? Quoi tu peux cocher
pour justement, en fait, de continuer à confronter l'entourage parce que après cette discussion, c'est pas comme si, en fait, on a tout fermé. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu cette grosse confrontation, c'est un combat qui a perduré, je pense, pendant minimum 5 ou 6 ans. C'est long. Parce que c'est du fighting, en fait, genre, tu veux pas te ranger. C'est ça. Et on attend que tu te ranges. Et on attend, en fait, que tu flanches ou on attend, en fait, que tu donnes raison. C'est ça. Ouais. Et toi, tu peux pas, justement, permettre de donner raison. Tu es obligé d'avancer. Donc, en fait, ça fait plusieurs combats dans le même combat. Le combat, tu dois, en fait, déjà savoir ce que tu dois faire, comment prendre le bout, comment penser à organiser ton plan de vie ou ton plan professionnel. En même temps, en fait, il y a beaucoup de dimensions. Ouais. Tu dois, en fait, prouver, tu dois réussir, mais réussir alors que il y a tout à faire. Il y a quand même un grand vide, mais réussir sur quoi au final? Donc, en fait, tu sais même plus au final, en fait, c'est ça, j'imagine. parce que ton esprit n'est pas focus au final. Tu dois mener des projets, les réussir, alors que au Mali, en fait, quelle perspective pour un jeune de 19 ans pour réussir un projet? Parce que en termes de ressources, quand même. Ça, et surtout qu'à l'époque, tu sortais encore de l'école, ou tu étais même à l'école. Tu n'as pas de ressources, tu n'as pas d'expérience. On parlait pas on parlait pas de programme de soutien, on parlait pas de subvention. Et puis, qui va, en fait, subventionner un gosse de 18, 19 ans, quoi? Et puis, qui va te suivre? C'est ça. Et puis, sans expérience, quelle entreprise va t'ouvrir ses portes? Et ça, c'est... Il n'y a pas de perspective. Il y a pas de perspective. Mais je comprends surtout que c'était une très grosse pression. Ah, non, mais... Et maintenant, est-ce que cette pression te pèse encore en te disant que bon, j'ai quand même refusé d'aller vers le chemin que les parents avaient choisi pour moi, il faut absolument, j'ai pas le droit à l'échec, quoi. Est-ce que tu as encore cette pression-là? Bah, honnêtement, au final, je pense que c'est toute la victoire de ma vie, quoi. Au final, hein. Et c'est ce message souvent, en fait, que j'essaie vraiment, en fait, de partager, aux jeunes frères. En fait, c'est de ne pas, c'est vrai que la peur là, elle est pas aussi simple. La peur, en fait, de confronter le regard des gens, la peur, en fait, de dire non, ben moi, en fait, c'est plutôt ça. C'est difficile, hein. Dans notre société, c'est extrêmement difficile. Mais moi, personnellement, je pense qu'au final, c'est cette confrontation, en fait, qui a été un booster pour moi jusqu'à maintenant. Parce qu'il fallait prouver que la mode, c'est pas la drogue. La mode, c'est pas l'alcool. Exercer dans le showbiz ou dans la com, en fait, c'est pas forcément, en fait, finir sous l'art alcoolique. Genre, on peut même être ingénieur et alcoolique. C'est ça. En fait, j'allais justement en venir aux stéréotypes liés à ce... On peut être médecin et être alcoolique ou être accro. En fait, c'est pas forcément le secteur. C'est vrai qu'il y a des secteurs, en fait, beaucoup plus vulnérables. Mais en fait, je me suis même retrouvé souvent à entendre ma mère même, en fait, déconstruire ces stéréotypes-là. Oui. En fait, dites par exemple que dans une tontine, il y a tel qui a par exemple porté un jugement sur le métier de mannequin, qu'elle a dû en fait dire à la personne, mais en fait, ce n'est pas en soi le métier ou la filière ou le secteur, c'est l'éducation de la personne qui fera que la personne ne va pas en fait, c'est savoir pourquoi tu fais ça. Donc, retrouver même ma mère en fait à défendre le secteur de la mode ou à m'appeler quand il y a des défilés à la télé. Ou même à être dans le staff du Mali Mode Show ou à gérer tout l'aspect restauration du staff. Wow. Mais en 2014, en fait, moi, j'avais peur de faire des interviews après les défilés parce que justement, à chaque fois que je passais devant la télé ou que j'étais associé à un défilé de mode, quand il y avait des rencontres familiales ou quand, en fait, elle se retrouvait entre ses copines et qu'on lui dise, si on a vu ton garçon à la télé, il est tailleur maintenant. Oui, il est mannequin maintenant. Ah, mais moi, c'était parti pour une confrontation hyper violente pendant 2 ou 3 semaines. Tu es tellement singulier dans ton style que on peut te... on peut se dire que soit il est styliste, soit il est mannequin, en réalité. Mais bon, c'est flatteur aussi
Non, oui, c'est vraiment un compliment parce que c'est tout magnifique. le génie des stylistes, des gens qui font des vêtements, tout leur génie et toute la force en fait des gens qui veulent faire le métier de mannequin. Tu dis au final, bon, en fait, c'est des compliments. Oui, pour moi, je pense que c'est un compliment, franchement. Ouais. Moi, je pense que c'est un compliment parce que quand je vois comment tu agences les choses, parce que tu me dis que t'es pas intéressé par exemple, le stylisme ou ça t'ennuie de designer. Ou de penser une chaîne. Je me dis, mais comment? Alors que le style porte, exactement. C'est juste du génie, en fait. Moi, personnellement, je me suis toujours dit que tout ce que tu portes, tu es derrière. Ah, non. En fait, pas spécialement, ça dit, en fait, justement, je suis même contre ça, en fait, d'une certaine manière, parce que moi, mon combat, en fait, c'est que toute la chaîne de valeur soit valorisée. Ouais. C'est-à-dire, en fait, que je n'ai pas envie, moi, d'aller, en fait, empiéter sur le savoir-faire ou la compétence des designers. Chacun reste dans son couloir. C'est hyper important pour moi. Parce que pour moi, en fait, que c'est vrai qu'on peut, en fait, se voir avec beaucoup de talent, mais ce n'est pas forcément productif pour quelqu'un qui a envie de participer à la structuration de la filière. Je suis d'accord. Moi, aujourd'hui, je peux lancer une marque de vêtements. Je peux, en fait, produire pour moi-même. Mais je vais pas perdre du temps là-dessus alors qu'il y a des personnes immensément talentueuses. Ouais. Je leur dis, en fait, je leur donne juste 3 photos de moi ou 3 inspirations. Je me dis, en fait, voilà comment j'ai envie, voilà le message que j'ai envie de véhiculer à travers mon habillement. Mais eux, ça leur permet, en fait, d'exercer leur métier. Oui. Et moi, je reste, en fait, dans ma case de producteur. C'est-à-dire que les 24 heures de la journée ne peuvent pas permettre de tout faire. À un moment donné, il faut accepter, en fait, de collaborer. Il faut s'efforcer, en fait, à être reconnu pour quelque chose et à se limiter à un savoir-faire pour, en fait, parce que c'est tellement dur déjà faire une chose ou mener une spécialité. Donc, à plus forte raison, si on veut encore se disperser, au final, on se retrouve perdant. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Et justement, pour switcher, tu viens de le dire, c'est bien de se faire reconnaître pour une chose. Toi, aujourd'hui, je veux dire, le nom Hakim n'est plus étrange en tout cas, à quiconque qui s'intéresse un tant soit peu à la mode. Comment est-ce que tu as réussi à te construire, à construire un réseau et aujourd'hui qui te permet d'avoir accès aux ressources dont tu as besoin pour tes différents projets? En fait, c'est surtout, en fait, c'est le premier combat de départ, le fait d'avoir osé, en fait, me lancer dans la mode. Donc ça, en fait, forcément, il fallait obligatoirement que je maîtrise un minimum mon sujet. Ça, c'est aussi très important. C'est-à-dire, une fois qu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, peu importe, en fait, le chemin qu'on a envie, en fait, d'adopter, la première des choses pour moi, en fait, c'est de maîtriser son sujet, c'est de se donner les moyens pour savoir de quoi il s'agit. Oui. Parce que sans cette information, en fait, on va dans tous les sens. C'est vrai. Donc moi, ça te donne de la légitimité. De la légitimité. Aussi. Moi, honnêtement, je n'arrête pas d'apprendre, en fait, sur le secteur de la mode. Par exemple, pour faire le Mali Mode Show, je vais me retrouver en train de parcourir, en fait, les feuilles d'un livre, par exemple, sur le Festival de Cannes. Pourquoi on va se demander souvent? Ou en fait, je vais me retrouver en train, par exemple, de lire des autobiographies. Je passe toute ma vie à me former et à apprendre. C'est-à-dire, même mes séries Netflix, je les choisis parce qu'ils ont un lien avec ma carrière. C'est-à-dire, parce qu'en fait, il y a un élément, par exemple, je vais par exemple regarder une série peut-être, je sais pas, à titre d'exemple, quand par exemple, à l'époque Gossip Girls par exemple, ou par exemple House of Cards, ou par exemple de télé-réalité sur le marketing ou sur le design. Ouais, ok. En fait, à chaque fois, j'essaie de trouver un lien. En fait, même la série, il faut que ça soit pédagogique pour moi. Ouais. Que ça soit à travers la mode ou la com ou l'événementiel. Donc, en fait, la formation, pour moi, en fait, c'est la base de tout. Donc, cette légitimité d'aujourd'hui, en fait, vient aussi de là parce que cette formation-là me permet, en fait, de faire des propositions de qualité.
Et le deuxième élément, en fait, c'est le focus. C'est le focus même, en fait, dans l'exercice de sa passion. Il faut pas interdire, en fait, aux gens de pas explorer plusieurs voies au début. Mais il est aussi important, surtout quand on démarre, en fait, d'être focus sur un sujet. Et en termes maintenant d'image de marque, on va dire, ou en fait, pour la reconnaissance, en fait, il faut aussi ne pas, en fait, pousser les gens dans la confusion. Ouais, d'accord. Quand on met en avant des choses. Moi, en fait, c'est pas la mode qui me fait vivre. Et spécialement, je fais beaucoup d'autres activités à côté, mais j'ai choisi en fait que ce que je vais mettre en avant, c'est d'abord la mode. C'est grâce à ça que j'ai réussi en fait à me construire en fait une certaine image de marque. Ouais. Parce que j'ai pas parlé en fait mode aujourd'hui pour ensuite parler agriculture demain. Oui. Même si je dois parler agriculture, je peux peut-être traiter ça sous l'angle peut-être développement ou peut-être agriculture, peut-être culture du coton. Coton qui ramène à la mode. À la mode, ouais. De nos jours, en fait, l'image de marque ou la reconnaissance, en fait, est indispensable dans la construction d'une carrière. Donc, faire aussi attention à ce qu'on met en avant. Oui. Ça, c'est vrai. Et en fait, je dirais, pour résumer, en fait, maîtrise de son sujet, focus et la formation et aussi la vision vers l'excellence. Oui, ça, j'allais en venir quand même, hein. Mais en fait, ce que je retiens de ce que tu viens de dire maintenant, c'est que pour exceller ou je sais pas moi, explorer un domaine, il ne faut pas, la passion seule ne suffit pas. Elle est très importante, mais elle ne suffit pas. Parce que si tu es passionné et que tu n'as aucune idée de comment aborder ton sujet, de comment l'orienter, ça ne te sert finalement à rien. D'accord. La vision vers l'excellence, maintenant. Toi, est-ce que tu as toujours su où est-ce que tu voulais aller, vraiment? Depuis l'époque du lycée, depuis que tu as su que tu es passionné par ça? Disons que je l'ai construit. OK. Je l'ai construit parce qu'en fait, des fois, on change de voie, on réadapte. Mais quand la passion est vraie et sincère, tout nous ramènera toujours à ça. Moi, je me rappelle par exemple qu'en en seconde par exemple au lycée, je prenais la tête à mes camarades parce que je voulais lancer une marque de parfum que j'avais nommée à l'époque Idol. Idol, ça existe maintenant, non? Sûrement. Oui, je crois que ça existe. Sûrement. Mais en fait, je me rappelle que même le Ibrahim, je t'enverrai la photo. Oui, ça existe. De mon Ibrahim, je l'avais fait de tête. En fait, j'avais même griffonné un logo en 10e, lancé une marque de parfum. C'est que la personne avait déjà cette sensibilité-là, déjà à la forme. Oui. Peut-être au monde du luxe, peut-être au marketing, peut-être à l'image de marque. Clairement. Peut-être à la mode ou au lifestyle déjà. Donc, il a fallu créer Malimode Association, faire un défilé, faire Pagnefolie en 2013, lancer le programme de formation Balmain en 2015, faire tout ça pour ensuite, en fait, revenir. Wow. Ça a toujours été clair. Ça a toujours été clair. En fait, la vision a toujours été là, tu l'as maintenue. Tout a participé à cette vision-là. Quand, par exemple, je vais m'engager, par exemple, dans la production ou l'administration, par exemple, de Bamako Fashion Week en 2015, du festival de Dibi. Au final, en fait, tout concourt à nourrir cette vision-là. Absolument tout. Donc, en fait, ça nous ramène au focus aussi. On peut être tenté souvent. En fait, il y a beaucoup de temps. Moi, par exemple, j'aurais écouté les gens, j'aurais lancé une marque aujourd'hui. J'aurais écouté les gens, j'aurais peut-être ouvert un atelier de couture. J'aurais écouté les gens, j'aurais peut-être créé, je sais pas, un cabinet de consulting ou même avec AS Agency. J'aurais écouté les gens, j'aurais peut-être lancé tout type d'événement. Tout va. Parce que on est tenté, parce que même le vital, souvent, fait changer les voies. Oui. À un moment donné, on a besoin de vivre. Ben oui. Nous, au début, en fait, c'était impensable de penser qu'on pouvait organiser un défilé de mode et faire des tickets payants et faire des guichets fermés. Ou ne serait-ce qu'une entreprise comme une multinationale en télécommunication puisse sponsoriser la mode.
ou en fait mobiliser tout un public pendant toute une semaine autour des activités molles. Attends, toute une année, parce que c'est une année de préparation. Au final. Oui. Mais il a fallu que nous, on se donne ce combat-là et qu'on se donne les moyens pour rester focus. Oui. C'est extrêmement important. Ah, moi, j'ai dit au début, je vais sortir grandi parce que moi, j'arrête vraiment pas d'apprendre. Là, il y a des questions qui fusent dans ma tête. Je me dis, mais comment faire pour maintenir cette vision-là? Comment rallier à sa cause des gens qui ont des personnes de ressources et tout ça et tout ça. Mais franchement, il y a tellement de choses. Waouh. Alors, je le disais dans l'introduction, c'est-à-dire que je pense que toi-même tu l'as dit, en fait, tu respires l'audace. Ouais. Mais en fait, on est tellement formaté en fait à ne pas voir loin qu'on ne s'autorise pas le rêve. On ne s'autorise pas le milliard, on ne s'autorise pas le jet, on ne s'autorise pas le yacht parce qu'on se dit que c'est tellement loin de nous. Mais c'est pas pour nous ça. En fait, non. Alors qu'au final, ça reste des humains comme nous qui ont su seulement en fait faire croiser deux choses, en fait, la chance et la préparation. Ça, c'est par exemple Namisa de Ikalu, en fait, qui a pu mettre des mots, en fait, c'est ça pour moi, en fait. En fait, la réussite, au final, c'est ça. C'est faire croiser, en fait, la chance et la préparation. Quand on est préparé et quand la chance est là, hop, en fait, tout est concours de circonstances. Donc, en fait, le fait de pouvoir accomplir ces choses-là, en fait, vient d'une partie de là. C'est-à-dire que, de prime abord, je ne me pose pas de limites. C'est-à-dire que je vois le Mali Mode Show comme un festival de Cannes dans 10-15 ans. Ça le sera. Donc, déjà, moi, voilà. Je suis trop confiant. Ça ouvre tous les champs des possibilités. Et maintenant, une fois que tu nourris, en fait, ce rêve ou ce plan-là, il faut faire tenir ou faire, en fait, porter ce plan-là. Et seul, on ne peut pas. Clair. Donc, pour porter ce plan, il faut aussi des visionnaires. Il faut aussi surtout des talents et des personnes qui peuvent croire en cette vision-là et surtout des personnes compétentes. C'est-à-dire que moi, honnêtement, je ne m'autorise pas l'à peu près, même dans mes collaborateurs et dans mes partenariats. C'est-à-dire dans tout projet, par exemple, je tiens à ce que tous les maillons soient des personnes excellentes ou qui visent l'excellence ou qui se donnent les moyens ou qui ont cette conviction-là de faire les choses bien. C'est ça le secret de la réussite, en fait, de toutes les choses qu'on fait, c'est que nos partenaires sont excellents, les collaborateurs sont excellents, tous les prestataires, en fait, sont soit excellents ou tendent vers l'excellence. Oui. Parce qu'encore une fois, c'est tellement dur, même quand tout est excellent, qu'au final, en fait, il y a le droit, en fait, à composer avec l'à peu près, ou en fait avec les personnes qui font les choses pour les faire. Nous, on n'est pas dans ça. On s'interdit cette mentalité-là. Quand on veut créer de l'impact, c'est pas ce qu'il faut faire. Non, il y a pas, en fait, il y a pas le droit, en fait, il y a pas de la place pour l'à peu près. Donc, en fait, j'ai su ou je sais, en tout cas, m'entourer où je me donne les moyens. C'est-à-dire que je vais à l'encontre de tout quand je sais que le résultat va être bon. En fait, je peux ne pas, peut-être pas forcément partager les mêmes valeurs qu'une personne, tant que c'est pas des valeurs, en fait, qui vont vraiment à l'encontre même, en fait, de ce qui est bon ou bien. Je ne me pose pas de limites. C'est-à-dire qu'on peut se détester humainement, mais si, par exemple, chez toi, il y a quelque chose, en fait, qui peut permettre à ce qu'on crée quelque chose de bien ou de mieux, je prends mon téléphone, je t'appelle. Donc, en fait, c'est un peu ça pour nous, en fait, la recette. C'est-à-dire, en fait, que vision, plan et collaboration. Oui, c'est-à-dire savoir se faire entourer par des bonnes personnes, parce que c'est peut-être c'est moi, Hakim, qui porte peut-être les projets, peut-être que c'est moi qui les incarne, qui les valorise, mais en fait, si je vous dis par exemple que rien que par exemple pour le programme du Mali Mode Show, je mets carrément en place un groupe de peut-être 8 personnes. C'est des personnes même en fait souvent sur des continents différents. Wow, ok. C'est-à-dire que le Mali Mode Show prend 1 an d'organisation, parce que là par exemple hier j'ai bossé sur le programme et que je vais envoyer peut-être à 8 personnes qui ne sont même pas tous sur le continent africain. D'accord. J'ai choisi des gens au Mali, j'envoie. Puis je suis convaincu que
c'est dans le partage et c'est dans les échanges, en fait, que jaillissent les meilleures idées. Je suis absolument d'accord avec Donc, je partage tout. C'est-à-dire, je demande l'avis pour un tout, pour un rien, pour un message, pour un visuel, pour un programme. En fait, je demande vraiment l'avis de tout le monde, du grand entrepreneur jusqu'au stagiaire. Mais en fait, ça fait la force. C'est ça. Ça fait la valeur ajoutée. C'est ça. C'est absolument ça. Et du début de ta carrière à maintenant, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années que t'es lancé. Et, ça va. Oui, que t'es lancé, t'as réalisé énormément de choses. Et on est d'accord que il y a aucun projet, il y a même pas de vie sans défi, sans difficulté. Donc comment est-ce que tu as tenu tout ce temps? Je dirais en fait, j'ai beaucoup nourri en fait une dimension spirituelle. On n'en parle pas toujours, mais en fait, dans toute vie en fait, ou dans toute action, dans tout projet qu'on veut être entrepreneur, salarié ou cadre, ou tout ce qu'on veut en fait, je pense qu'il est aussi important de faire en fait ce travail-là en fait à l'intérieur de soi. Et quand je dis spirituel, c'est pas forcément le petit féticheur de la côté, quoi, parce que les gens associent en fait la spiritualité à ça. C'est de croire en fait en quelque chose, avoir la foi. J'y crois énormément. Et je pense que c'est aussi une des bases de toute chose. Ça permet en fait de croire en ce qu'on fait. Ça permet en fait d'avoir aussi un détachement et de ne pas s'agripper aux choses. De ne pas s'agripper en fait à l'échec, de ne pas en fait s'attacher à un projet corps et âme, parce qu'on va se dire que sans ça en fait rien ne va. Donc je dirais que je continue ou je nourris en fait cette partie-là de moi en fait. Souvent obligatoirement on passe par cette mentalité-là. Quand tu regardes le chantier en face, ça paraît tellement insurmontable, tellement compliqué qu'on se dit le plus simple c'est peut-être de partir ou d'arrêter, de se battre. Mais moi en fait le message que je nourris maintenant ou la pensée que je nourris, c'est que on est malien, hein? On est malien, le Mali nous appartient. Et puis c'est pas un Chinois qui viendra construire le Mali pour nous. Et nous qui pensons peut-être avoir cet éclairage-là, ou cette lecture différente, ou peut-être cette lecture smart de tout ce qu'on traverse, si nous on abandonne, mais en fait, c'est qu'on aura perdu 2 fois, c'est que dans 20 ans encore, on va encore subir tout ce qu'on décrit. Donc, on peut faire le choix de partir, mais on a beau partir, mais on n'est plus malien, on est vraiment malin quand on quitte le Mali en réalité. Peu importe là où on va se retrouver, on va nous rappeler qu'on est malien. Et chacun a ce devoir, à mon avis, en fait, de pouvoir faire son petit combat. Parce qu'on a le choix. Soit on continue de décrier sans proposer. Dans tous les cas, on va subir. Soit on se dit, bon, moi, en fait, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? C'est de lancer ça. Soit, par exemple, à travers ce podcast-là, en fait, on va parler à des personnes. On va obligatoirement peut-être impacter une façon de penser de quelqu'un qui va peut-être agir différemment et voire agir mieux. Donc, le contexte est compliqué, mais il faut qu'on se dise tous, en fait, qu'on vient sur cette terre-là pour une mission. C'est-à-dire, on ne vient pas dans cette vie et répartir pour rien. Il faut que chacun accomplisse une mission et se dire que si on ne fait pas, on va subir. Moi, quand on pose des actions, on se dit, bon, moi, en tout cas, j'ai fait ma part et on a ce devoir-là, en fait, de faire sa part. Parce qu'on est quand même venu trouver un Mali avec moins de crise. C'est vrai. Parce que des personnes avant nous ont fait leur part de bien, peut-être même de mal. Donc, nous aussi, en fait, nous sommes obligés de faire notre part par devoir envers les gens qui viendront après nous. Ça, c'est... Wow, ok. C'est vraiment c'est ce qui me permet d'avancer. D'accord. Moi, je vais aller réfléchir à ce que tu as dit. À ce que tu as dit pour justement pas avoir cette mentalité de défaitisme. Tu l'as abandonné, je pense. En fait, dès que tu as décidé de lancer ce podcast-là, en fait, c'est que, en fait,
Tu veux impacter. Oui. Tu veux impacter à ta manière. J'espère. Alors, nous nous acheminons peu à peu vers la fin de ce numéro, mais on va pas se quitter sans parler de tes perspectives. Quelles sont tes actualités du moment? Là, en ce moment, nous sommes en train, en fait, de travailler sur une vraie politique de développement pour la filière mode, de manière vraiment globale. Donc, tous les projets que nous menons, que ce soit le Mali Mode Show qu'on a lancé en 2018, que ce soit le Mali Mode Academy, que ce soit le nouveau forum de la mode et du design de Bamako que nous sommes en train d'initier, toutes ces activités, en fait, nous les inscrivons dans le cadre, en fait, d'une vraie politique de développement que nous sommes en train de mettre en place pour la structuration de la filière mode. Ça, c'est vraiment notre créneau actuel. C'est-à-dire, en fait, c'est très bien, en fait, de porter des actions ponctuelles, comme je les ai citées. Mais, en fait, la politique est indispensable. La politique de développement est indispensable parce que c'est ce qui va permettre, en fait, que des personnes après nous puissent aussi, en fait, trouver qu'il y a de la matière. Exact. On essaye vraiment de créer un écosystème autour de ce plan de structuration-là pour qu'on puisse parler cartographie, création de données, création d'un calendrier annuel pour la mode, plan de financement, plan d'accompagnement. Vraiment, on est passé vraiment de l'autre côté même, en fait, de la chaîne qui se trouve, en fait, indispensable pour demain, pour que des créateurs puissent émerger beaucoup plus facilement, pour qu'ils puissent avoir de plus en plus d'événements, pour que la filière soit reconnue à sa juste valeur, en fait, pour le développement même global. C'est ça. De l'économie. Consolider vraiment l'écosystème de la mode. En fait. D'accord. Je pense qu'en tout cas, c'est déjà très bien parti. Et avant de terminer, on a quelques questions routines qu'on pose à tous les invités. Avec tout ce que tu as réalisé, si tu avais le pouvoir de revenir en arrière, qu'est-ce que tu ferais différemment? Qu'est-ce que je ferais différemment? Peut-être j'aurais eu cette confrontation-là peut-être 2 ou 3 ans plus tôt. Par exemple, peut-être dès la 10e année, dès la seconde, j'aurais peut-être mieux combattu pour rester en économie. Je pense que c'est la seule chose peut-être que je changerais. Parce qu'au final, en fait, tout ce parcours-là, tous les événements de ce parcours-là m'ont permis justement que ce parcours-là soit comme ça aujourd'hui. Et je suis pleinement fier et je suis en accord à 1000% avec qui je suis, avec ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis pleinement heureux dans ce que je fais. D'accord. Et dernière question, quelle est ta définition de la réussite? La réussite pour moi, en fait, c'est l'accord avec soi. C'est être en accord avec soi. C'est-à-dire, en fait, on peut avoir 1 milliard on peut vouloir avoir 1 milliard dans son compte, mais c'est une fois qu'on l'a eu qu'on peut se rendre compte qu'au final, que ce n'est pas forcément la réussite ou le bonheur. Donc, pour moi, en fait, peu importe le compte en banque, c'est vrai qu'il y a un compte beaucoup plus garni que quand même, par exemple, offrir une certaine liberté pour certaines choses. Mais pour moi, la réussite, en fait, c'est l'accord avec soi-même. Peu importe ce qu'on fait, quand on estime en fait que c'est ce qu'il y a de mieux pour soi et quand on le vit bien et quand on le vit de manière sincère et de manière vraie et qu'on arrive à dormir tranquille, pour moi, c'est ça la réussite. Wow. Dormir tranquille. D'accord. D'accord. Bah, merci beaucoup pour ces éléments de réponse et on est à la fin de l'épisode. Mais je vais pas clôturer sans te demander un dernier mot, voilà, pour nos auditeurs et nos téléspectateurs. Bah, le dernier mot, c'est vraiment en fait d'être rêveur. De vraiment pas se limiter dans la tête, de pas se laisser limiter par l'entourage ou du poids de la société. C'est de s'oser en fait des rêves et c'est aussi de se former, d'apprendre, de se nourrir intellectuellement sur tous les plans parce que c'est ce qui nous permet d'avoir de la valeur en tant qu'humain. Et quand on a de la valeur en tant que humain, tout paraît très accessible, tout paraît très simple, tout paraît évident.
D'accord. Bah, merci beaucoup, Hakim. Je suis contente. Moi, vraiment, tu m'as parlé aujourd'hui dans tous les sens du terme parce que tout ce que tu as dit, ça résonne vraiment très fort en moi. Et comme je le disais plus tôt, je vais aller réfléchir à tout ça. Et voir voilà comment mieux impacter peut-être et mieux embarquer d'autres dans le rêve qu'on nourrit. Merci énormément. Merci. C'est un moment de plaisir, franchement. Le plaisir est pour moi. Le plaisir est pour moi. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, voilà qui me fait cet épisode avec Ibrahim Guindo. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses et que vous aurez apprécié ce petit moment d'échange qu'on a eu avec lui aujourd'hui. Je vous dis à très vite dans Perspective et bye bye.